L'estime de soi, ce n'est pas se répéter qu'on est assez, c'est ressentir dans le corps qu'on est en sécurité d'être soi. Alors avant d'apprendre à t'aimer, apprends à te rassurer. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode qui va te donner une autre perception de l'estime de soi. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos retours concernant les 2 derniers épisodes. Vous avez été nombreuses à me dire que ça vous a permis de mettre des mots sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, sur des situations. Donc merci, ça me touche beaucoup. Le but du podcast, c'est de t'éclairer, de te guider, puis indirectement t'accompagner, te coacher, être une mentor pour toi. Et donc aujourd'hui, dans la continuité du système nerveux, j'avais envie d'aller plus en profondeur sur le sujet de l'estime de soi. Car comme l'indique le titre de cet épisode, l'estime de soi commence dans le système nerveux, dans l'inconscient et donc dans le corps. C'est un point qui est nécessaire à comprendre, indispensable, parce que bien souvent, on a tendance à mentaliser l'estime de soi et à le confondre aussi avec la confiance en soi. Du coup, à agir comme lorsqu'on veut développer cette confiance, on va donc avoir tendance à être dans le faire, dans le fait de prouver sa valeur, prouver qu'on est capable par l'action. Alors que ma muse, ton estime, ta valeur n'a rien à voir avec ce que tu fais. Parce que même là, tu vois, on reste inconsciemment dans ce sentiment que s'aimer, être aimé, désiré, vu, entendu se passe par la manière dont j'agis et je vais agir. On le sait tous, être gentil, être serviable, être disponible, être poli, etc. Être une femme qui réussit à avoir un foyer, un conjoint, des enfants. Que de preuves sociales, que d'attentes familiales, que d'injonctions. On nourrit le fait que ta valeur dépend de tes performances ou de ce que tu as et de ce que tu montres au monde. Et du coup, tu te retrouves à être une femme qui va devoir donner encore et encore, s'adapter, avoir ces croyances de ne pas être assez ou d'être trop, trop sensible, trop différente, trop exubérante. Et si tu as une estime de toi qui est fragile, alors tu vas nourrir inconsciemment cette part de toi qui a grandi dans cette perception biaisée qu'elle a d'elle-même et renforcer ce sentiment d'insécurité, cette hyper-vigilance que d'être pleinement soi, c'est dangereux. On peut t'abandonner, te rejeter, t'humilier. Voilà ce que enregistre ton cerveau, ton inconscient, ton corps. Voilà l'identité qui s'est créée et qu'aujourd'hui tu incarnes, même si ce n'est pas ce que tu veux. On en revient à la grande question du pourquoi. Parce que tout commence à la racine de l'inconscient et du système nerveux. Et on va le voir maintenant. On va commencer déjà avec l'inconscient. Pourquoi il forge l'estime que l'on se porte? Ce que tu dois déjà savoir, et j'en ferai un épisode de podcast entier sur l'inconscient, j'avais fait des lives sur Instagram, des posts sur le sujet, donc tu peux les retrouver sur Instagram. J'ai aussi lancé un TikTok. Oui, oui, je me suis lancée dessus alors que jamais j'aurais pensé ça. Mais bon, comme quoi on peut aussi changer d'avis. Donc c'est depuis que quelques semaines, donc tu peux me retrouver aussi dessus pour pouvoir te partager par contre du contenu qui sera différent d'Instagram, mais surtout plus spontané dans mes partages. Et donc l'inconscient, c'est 95% de cette part dans ton cerveau qui agit en mode automatique. Elle va gouverner toutes
tes relations aussi, oui, tes réactions physiologiques, biochimiques, et cetera, mais aussi, voilà, tes comportements, tes habitudes, tes décisions, tes croyances, tes limites, hein, ton système nerveux autonome et plus précisément la partie archaïque, en toi, donc très primitive, c'est-à-dire, voilà, ton système de survie. Si tu ne sais pas de quoi je parle, fais une pause. Je t'invite à écouter les 2 épisodes précédents et à revenir par la suite par ici. Et dans cet inconscient, on a aussi la partie limbique de ton cerveau, c'est-à-dire le cerveau émotionnel. On porte aussi, hein, notre héritage familial, donc les croyances transmises, héritage sociétal, bref, tout ce qui va créer une identité. Mais est-ce que c'est vraiment nous, cette identité? C'est une véritable question que je te pose. Ou est-ce que c'est une identité qui a été forgée, conditionnée, usurpée par l'autre? Tes parents, ta famille, tes enseignants, la société, etc. Toutes les personnes que tu as connues aussi dans l'enfance. Tout cela va influencer ta manière de te voir et de voir le monde. C'est comme si tu avais plein de filtres. Ton estime de toi n'est pas qu'une croyance mentale, c'est une empreinte émotionnelle, transmise, répétée, mémorisée. Car l'inconscient, c'est la grande mémoire, c'est le disque dur de tout ce que tu as vécu, ressenti, entendu, vu, appris, etc. Mais aussi comment tu as été touché, comment tu es rentré en lien avec l'autre, comment t'a-t-il reçu, quelles émotions ont été créées. Car ne l'oublie pas, on est avant tout des êtres émotionnels, on est sensible, même quand tu ne l'es pas hautement. Bref, l'inconscient, c'est une mine d'or, d'informations, et c'est aussi l'une des clés de l'estime de soi, qui soit sain, de ton épanouissement, mais aussi de l'émancipation, de la guérison, de l'élévation. C'est pour ça que je travaille avec le tarot, car le tarot est un réflecteur de l'inconscient. Il permet de comprendre pourquoi des fois on n'arrive pas à mettre des mots sur ce que l'on vit, sur notre manque d'estime, de confiance, sur des situations, des schémas qui se répètent. Car l'inconscient fonctionne par image, comme les archétypes du tarot, les symboles, les couleurs, mais également par les émotions et sensations. Il ne pense pas en logique ou en raisonnement. Il contient les mémoires émotionnelles, les croyances, les schémas inconscients. Il se forme au fil des premières années de vie, surtout entre 0 à 7 ans. Donc même déjà, in utero, tu commences déjà à capter de l'information, ton système nerveux, même dans le ventre de ta maman, parce que tu es relié à elle. Donc tu ressens aussi ce qu'elle vit, ses émotions. Et l'inconscient, il est influencé par le limbique, hein, donc le cerveau émotionnel, et même le cortex, hein, donc quand il y a des associations symboliques, des apprentissages, il peut intégrer des règles, des histoires, des conclusions, même erronées. Il reste enfantin en fait. Il est très influençable et ultra sensible à l'émotion. Il peut être autant notre fardeau que notre trésor et notre accès au divin en nous, à cette part qui sait. Et notre système nerveux et notre inconscient émotionnel se sont construits, comme je te l'ai dit, dans les premières années, avant même que notre cerveau logique ne soit développé. Donc, tout ce qui est enregistré à ce moment-là, peur, rejet, honte, abandon, manque de sécurité affective, etc., devient une sorte de carte intérieure, une manière d'interpréter le monde. Et même si on grandit, même si on comprend, même si on se soigne, quand je dis on se soigne, c'est genre que tu travailles sur toi ou tu vas voir un thérapeute, un psy, etc. Tant que cette carte n'est pas mise à jour à travers le corps, la sécurité et la réassurance profonde,
on continue de vivre à travers les yeux d'une enfant blessée qui n'a pas reçu, pas su, pas pu, pas osé. Donc au final, c'est comme si on était les trois quarts du temps, et même pour certains 100% du temps, bloqués dans le passé. Et surtout dans ce passé qui est souffrant. Car nos habitudes, pensées et comportements d'aujourd'hui sont souvent, et même sont, des réactions automatiques à des expériences passées. Le cerveau est une machine à prédire, mais pas sur l'avenir. Il est basé sur le passé. Donc ton cerveau, il traite 95% de ses opérations de manière inconsciente et automatique. Il est feignant, il économise de l'énergie en recyclant ce qu'il connaît. Il interprète le présent avec des lunettes passées. Donc ce que tu vis aujourd'hui est filtré par ce que tu as vécu hier. Donc il s'appuie sur des programmes mentaux, émotionnels et comportementaux codés dans le passé. Quand tu répètes un comportement, une émotion ou une pensée, tu renforces ce circuit neuronal. Il devient plus rapide, plus automatique, plus fort, même si ce comportement ne te sert plus aujourd'hui. Ton cerveau le considère comme sûr parce qu'il est familier. Et le système nerveux enregistre les émotions intenses, les contextes de survie ou de danger, les patterns relationnels douloureux, et ça j'en sais quelque chose. Le corps garde la mémoire. Si tu as été rejeté, humilié, négligé, ton système peut rester figé dans une stratégie de protection, même si la situation n'est plus la même. Et on pourrait dire que tu n'as pas peur du futur, quelque part. Tu revis un fragment du passé, ou tu as peur de le revivre. Donc ton identité actuelle, qui tu penses être, c'est un assemblage de souvenirs, d'interprétations et de répétitions. Tu crois, je suis trop sensible, je suis toujours à côté de la plaque, je suis nulle. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des identités issues de l'histoire. Mais si tu ne les identifies pas comme consciemment, tu continues à agir comme si elles étaient vraies. Tu continues à croire l'histoire dans ta tête. Tu continues à renforcer la femme qui a une faible estime, manque de confiance en soi, doit s'adapter, se contenter, n'a pas le droit de mériter ni de recevoir sainement naturellement. Imagine un instant, tu vis une situation. Exemple, je vais prendre prise de parole en public, tu vois. C'est-à-dire, comment ça va se jouer au niveau de ton inconscient? L'inconscient, il va balayer l'environnement en arrière-plan. Et c'est extrêmement rapide. C'est même pas une fraction, une demi-seconde, quoi. Et ton inconscient, il analyse 11 millions de bits d'infos par seconde versus 40 bits en conscience. C'est pour ça qu'on dit que on est dirigé et que notre vie est le reflet de 95% de notre inconscient. On n'est conscient que de 5%. L'inconscient, il va comparer instantanément ce que tu vis à des archives internes passées. Comme je te l'ai dit, mémoire, émotions, croyances, symboles. Il va directement se questionner. Est-ce que cette situation est familière? Est-elle dangereuse? Suis-je en sécurité? S'il reconnaît un pattern déjà vécu comme douloureux ou humiliant, même si c'était genre il y a 20 ans à l'école, il envoie aussitôt une alerte. Et retient bien que ce n'est pas la situation en soi qu'il retient, c'est l'émotion que tu as ressentie. Tu as le docteur Gabor Maté qui dit « Le trauma, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, c'est ce qui se passe en toi à la suite de ce qui t'est arrivé. » Et à nouveau, pourquoi? Parce que la racine est émotionnelle. Parce que l'expérience émotionnelle est plus rapide, plus profonde et plus marquante que la pensée. Et surtout, elle est mémorisée dans le corps, dans le système nerveux.
dans les fascias, pas dans un langage logique. Retiens bien le 95% que je t'ai cité plusieurs fois tout à l'heure qui dirige ta vie. Quand tu vis un trauma ou une blessure, ce n'est pas le souvenir qui reste actif, c'est la charge émotionnelle non digérée. Et c'est elle qui conditionne ensuite ton comportement, ton estime, tes croyances, ta régulation physiologique ou non. Le cerveau peut comprendre, mais le système nerveux peut encore être en alerte. Tu peux dire: «Je sais que je suis pas assez, je sais que je manque de confiance en moi, ça va, Jen». Mais si ton corps n'a jamais ressenti la sécurité d'être assez, alors l'inconscient ne va pas te croire et il va continuer à générer du doute, de la comparaison, de l'hypervigilance. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les traumas sont des événements vécus avec une charge émotionnelle trop intense pour le système. Ce n'est pas l'événement, encore une fois, en soi, mais le ressenti non digéré. Cette charge émotionnelle reste dans le système limbique, donc la partie, comme je t'ai dit, de ton cerveau émotionnel, et aussi principalement dans l'amygdale et l'hippocampe, et dans le corps, donc ton système nerveux aussi autonome. Elle va ensuite remodeler l'inconscient émotionnel. Je ne suis pas en sécurité. Je dois prouver que j'existe. Je suis en danger si je m'exprime. Je dois plaire pour mériter. Résultat. Tu peux faire du sport, hein. Tu peux aller parler à ta psy. Tu peux faire des affirmations. Tu peux faire tes rituels. Et là, je lance un petit peu la moucate. Ça y est. Là. Depuis que j'habite à La Réunion, je prends maintenant la moucate sur les rituels de lune. Non, ça ce sera à partir d'un autre épisode. Je n'ai rien contre les gens qui font des rituels de lune. Bref. Et je me moucate moi-même aussi, parce que tu peux tirer les cartes hein, aussi, hein, utiliser ton tarot, bref. Mais tant que le système nerveux ne ressent pas la sécurité, l'inconscient ne lâchera pas ses anciens schémas de survie. Non, impossible. Et c'est pour ça qu'il est indispensable d'apprendre à d'abord, et retiens bien à d'abord, recréer une sécurité en toi par des pratiques réassurantes, comme les pratiques corporelles conscientes, hein, donc c'est-à-dire les pratiques somatiques que l'on fait ensemble et que je te transmets dans les ateliers immersifs de cet été. Tu en as 4. Bon, on a déjà commencé, donc il en reste 3. On a commencé le 6 juillet. La prochaine date en ligne, c'est le 20 juillet. Et il y a 2 autres dates en août. C'est ce que je fais aussi dans tous mes autres accompagnements, c'est-à-dire l'immersion alchimique qui dure 2 heures. Je commence toujours par mettre la personne dans un espace où le mental va lâcher, où on revient à de la présence, à de l'ancrage, à créer un moment où peut-être elle peut se sentir le temps de cette immersion en sécurité pour pouvoir ensuite travailler avec le tarot sur l'inconscient. Donc l'immersion alchimique, c'est surtout une séance, on va dire, ponctuelle qui te permet d'aller travailler sur ces schémas inconscients avec le tarot et j'ai fait tout un rituel. Donc c'est pas juste on trouve en ligne et puis bah, je te tire les cartes. Non, il y a toute une mise en situation. Voilà, c'est vraiment c'est ma signature à moi pour justement permettre à l'inconscient de pouvoir émerger avec plus de facilité entre guillemets. Voilà. Et ensuite, il y a une partie un peu plus mentoring pour justement te permettre d'avoir des clés pour transmuter justement ce que l'inconscient a révélé quand tu as un blocage ou autre. Et après, on a aussi l'accompagnement individuel de 3 à 6 mois où là, c'est vraiment beaucoup plus long pour faire justement ensemble ce travail pas à pas chaque semaine où je vais t'apprendre à ramener de la sécurité dans ton corps, à aller explorer cet inconscient et justement à les rééduquer, d'accord? Que ce soit le corps, mais aussi le système nerveux, l'inconscient, à rééduquer cette sécurité, à rééduquer ces blocages internes. Donc c'est de la reprogrammation au final pour justement être euh, plus confiante et avoir une estime de toi qui soit plus ancrée, on va dire.
une racine, une graine qu'on va planter et qui va germer doucement, mais durablement et qu'on plante vraiment profondément. Voilà. Donc, heu, un autre petit spoiler, c'est que en septembre, je vais lancer aussi un coaching collectif que j'aimerais, qui débute, heu, mi-septembre, voilà, après la rentrée. Et ça va être ma première offre signature en collectif. Donc si tu as envie de candidater, tu peux m'envoyer un mail. Tu as aussi toutes les infos, que ce soit les ateliers, les accompagnements et le coaching du coup collectif dans la description de cet épisode. Donc, je reviens à l'importance de d'abord avoir cette sécurité en soi pour ensuite faire ce travail de rééducation de l'inconscient et surtout des croyances, comportements, habitudes qui nourrissent pas sainement au final ta valeur. Et on ne peut pas faire le travail à l'envers. On ne peut pas d'abord reprogrammer sans avoir cette sécurité. Tu sais, c'est comme en hypnose, où on parle de l'inconscient comme un château fort et devant la porte, il y a un gardien. Et ce gardien, c'est le langage du système nerveux de survie. Il protège. Et encore, quand il ne connaît pas. Donc si tu ne sais pas comment parler au gardien, tu peux lui parler, mais ce n'est pas les mots qui vont marcher. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, le langage du ressenti. Donc pour qu'il t'ouvre la porte, ce gardien, il doit se sentir en sécurité parce qu'il n'est pas contre toi, il fait son job, le coco, il te protège, le mec. Et une fois qu'il te laisse entrer, il n'y a plus de garde en quelque sorte, parce que le système nerveux est apaisé. Il se dit, ok, c'est safe. Là, on peut faire quelque chose. Là, on peut changer. Dans la douceur, pas dans la force, dans la présence. C'est ce que bien souvent on oublie et que beaucoup de thérapeutes, coachs, surtout les coachs en mindset, oublient. Le corps réagit avant même que tu comprennes mentalement ce qui se passe. L'inconscient pioche dans sa base de données. S'il reconnaît la situation, il active le comportement appris pour survivre à l'époque, donc se taire, plaire, fuir, se couper. La croyance associée, je ne suis pas assez bien, on ne m'écoute jamais, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas capable. L'émotion familière, honte, peur, rejet, colère, tristesse. S'il ne reconnaît pas, il crée un nouveau dossier. Il stocke l'info, plus l'émotion associée. Et il va créer un raccourci, entre guillemets, un pattern, pour la prochaine fois. Donc l'inconscient enregistre sans filtre. Et surtout, il généralise. Genre, le mec vient de Marseille, quoi. Donc une seule expérience humiliante égale croyance, je ne vaux rien, qui devient une vérité émotionnelle. Et le cycle, il se répète inconsciemment. Et avec le temps, si tu ne déconstruis pas ça, tu vis la même réaction. Tu penses que tu es comme ça. Tu restes bloqué dans le même circuit neuronal, la même boucle émotionnelle, le même scénario énergétique. C'est comme les gens qui vont dire non mais c'est pas possible de changer. Comme ma mère là, qui a une phrase que j'écoute même pas, qui disait parce elle a plus le corps de ses 20 ans. Tu vois, ma mère elle était vraiment super fine et aujourd'hui bon bah elle a plus de kilos quoi. Et elle disait: «On peut pas être et avoir été». Mais faux! 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 Et je suis pas d'accord avec ça, tu vois? Mais bien entendu que tu peux être et avoir été même physiquement. Alors oui, tu as l'âge. Mais excuse-moi, tu as des femmes, même des hommes à 80 ans, mais qui sont, gaulés, laisse tomber quoi. Genre encore mieux gaulés que quand ils étaient jeunes, tu vois? Donc bien entendu que tu peux changer ton cerveau, tout. Tu es malléable. À tout âge, tu peux changer. À tout âge, tu peux apprendre. Donc ça, il faut vraiment sortir ça de sa tête. C'est possible de changer. Et le passé n'est plus un souvenir. Tu deviens ton programme automatique. Et là, c'est là où je te disais tout à l'heure que, en final, ton cerveau est bloqué dans le passé. Tu es bloqué dans le passé. Tu continues à répéter. Ce que ça veut dire, c'est que l'inconscient, il cherche, comme ton système nerveux, le connu. Ils cherchent pas le bien. Donc, ils vont préférer une situation qui va être inconfortable, même si c'est toxique, mais familière, à une situation inconnue,
mais potentiellement meilleur. C'est pourquoi tu peux saboter ta propre expansion inconsciemment. Car l'inconscient, et comme le système nerveux aussi, ils vont dire: «Je ne connais pas ça, donc c'est pas sûr, danger». Hein, l'inconscient, c'est comme un GPS obsolète. Il te ramène toujours au même endroit, même si tu vas aller ailleurs. Tant que tu ne mets pas à jour le système, il refusera d'explorer une nouvelle route. C'est là où ce qu'on appelle la reprogrammation intervient. On veut changer le système interne, on veut changer l'identité du passé. C'est pour ça que tout ça, l'estime de soi, la confiance en soi, la femme que tu veux être, la vie que tu veux créer, c'est un travail identitaire. Car tu incarnes, tu crées à partir de ce que tu crois. La vie est le résultat de tes croyances. Et c'est ces croyances-là qui vont influencer ton estime, ta confiance, tes choix de vie, tes relations, tes finances, absolument tout. Donc, pour faire ce travail identitaire et reprogrammer, hein, j'ai besoin de plusieurs choses. La première, tu l'auras compris, c'est la sécurité en toi. Donc, le travail du système nerveux, la régulation. Parce que déjà, ça ramène dans l'ici et maintenant. Donc, ça désactive l'alerte. Ton cerveau a un seul objectif, te garder en vie, pas te rendre heureuse, pas te faire évoluer, juste survivre. Et les causes de cette insécurité intérieure dans le système nerveux, elles sont multiples, hein. J'en ferai, je pense, un épisode de podcast, parce que là, il y a beaucoup à dire, mais en gros, déjà, je sais qu'on n'aime pas des fois entendre ça, mais tout, absolument tout, commence dans l'enfance, hein. Donc tu peux avoir manqué de co-régulation dans l'enfance. Donc ton système nerveux se développe en relation avec les autres. Quand un bébé ou un enfant n'a pas été régulé émotionnellement par un adulte disponible, empathique et stable, il apprend que le monde est incohérent, imprévisible, dangereux. Et cela crée un système nerveux hypervigilant ou figé, toujours prêt à se protéger, à se suradapter. Tu peux avoir été élevé dans un environnement émotionnel instable ou insécure, un parent qui est tout le temps en colère, tout le temps agressif, qui est aussi absent, d'accord? Tu peux avoir tout eu sur le point matériel, n'avoir rien manqué là-dessus, hein, et pourtant, sur le plan affectif, eh ben, tu peut-être pas eu grand-chose. Peut-être que tu as eu un parent qui était là physiquement, oui, il était là, mais pas forcément présent, qui s'intéressait pas forcément à toi, à ce que tu fais, qui jouait pas avec toi, qui, quand ça n'allait pas, te demandait pas bah, pourquoi ça va pas, tu vois? Et donc ça, c'est pareil, absent. Tu peux aussi avoir vécu avec un parent dépressif, et ça fait des dégâts aussi, hein, les parents dépressifs, hein. Ou les parents, souvent c'est les parents qui vont être seuls et qui n'ont pas cette, sécurité déjà en eux, voilà, qui vont se servir de l'enfant pour se confier, tu sais, pour raconter toute leur vie, voilà, ce qu'ils traversent, où tu vas les retrouver, ils sont en train de pleurer, c'est l'enfant qui console. Non mais c'est ça fait des dégâts, forcément. Les parents aussi dépendants, alcooliques, drogue, les jeux, voilà, tout ça en fait, problèmes d'argent, les conflits familiaux, hein, le silence pesant, hein, la pression implicite. Tu dois réussir, tu dois avoir ton bac à 16 ans, tu dois être médecin, tu dois... nanana. Les non-dits aussi, les secrets de famille, les tabous. Voilà, donc le manque de communication ouverte et bienveillante, non violente. Ou des fois, quand tu as des questionnements et que tu as envie de poser une question, tout simplement parce que tu es enfant et que tu comprends peut-être pas certaines choses, certains gestes, certains mots, et qu'on ne te répond pas, ou au contraire, tu as demandé et on te corrige physiquement parce que ce que tu as dit, c'est pas bien, mais on te dit, on t'explique pas pourquoi. Tout ça, c'est de la violence, hein. Tout ça, ça va éduquer un système nerveux qui va être hyper vigilant ou figé, hein. Donc le corps, il enregistre cela comme du stress, hein, chronique, hein. Même si on va te dire: «Mais c'est pas grave,
toi-même, tu vas peut-être dire: «Ah ça va, c'était pas si grave, ouais, j'ai eu, allez 2-3 petites fessées, voilà, mon père il m'ignorait, ça va, j'ai manqué de rien, j'ai eu un toit, des habits, j'avais de quoi manger à ma table». Mais oui, tu as raison, c'est pas si grave. Et ce stress, il va façonner un état de base interne égal danger. Les paroles implicites, hein, ou explicites, hein, de non-valeur, hein: «Tu trop sensible», «Sois forte», «Tu maladroite», «Arrête de pleurer», surtout pour les hommes ça. Un homme, il doit être fort. Eh, tu un bonhomme ou pas? T'es un mec ou pas? Donc voilà. Pareil pour une femme, hein: «Sois gentille, sois douce, tiens-toi bien». C'est comme ça qu'une petite fille se comporte? Tu vois ce genre de phrase un peu? Tu penses que tu es intelligente quand tu fais ça? Ou le pire: «Tu nous fais honte, tu me déçois, tu ne fais jamais assez bien». Ces messages s'impriment dans l'inconscient émotionnel et corporel, hein, et tu finis par croire, inconsciemment: «Je ne suis pas en sécurité d'être moi». Il y a aussi les expériences de rejet, hein, de trahison ou d'abandon, hein. Même une expérience apparemment, encore une fois, banale, comme ne pas être choisi à l'école ou d'être ignoré à la maison, peut être vécue comme une menace pour la survie relationnelle. Le système nerveux interprète ces moments comme: si je suis moi, je perds l'amour, l'appartenance, la sécurité. Tu peux aussi avoir eu des mémoires transgénérationnelles, hein, donc ton héritage féminin et masculin. Et j'en reviens à l'héritage féminin surtout. Femme dans ta lignée, par exemple, ayant vécu des violences, de l'humiliation, de l'exil, des silences forcés. Elles n'avaient pas le choix peut-être aussi, et surtout à cette époque. Donc tu peux avoir des transmissions silencieuses de la peur, de la honte ou du sacrifice, ou de l'adaptation. Le corps hérite de l'insécurité. Et tu peux aujourd'hui porter en toi des sensations qui ne t'appartiennent pas consciemment. Mais il y a aussi, hein, et ça on oublie aujourd'hui, hein, l'hyperstimulation moderne, hein, plus la surcharge mentale, hein. Donc l'hyperconnexion, le multitâche, on est de moins en moins concentré, hein, avec l'ère des réseaux, etc. On manque de repos réel en fait, on manque de connexion avec le vivant, avec l'autre, avec la nature. Donc le corps, il est en tension constante. Et tu as un esprit qui est dispersé, tu as un esprit qui est dans le brouillard, tu as un esprit qui va dans tous les sens. Alors imagine quand déjà tu es hypersensible et que en plus tu as peut-être cette pensée en arborescence. Imagine après quand c'est le brouillard. Et cela, ça va désorganiser ton système nerveux aussi, hein, qui n'a plus de repères clairs. C'était, je crois, le docteur Olivier Malderieux, si je dis bien son nom, qui, lors d'une conférence, disait que le cerveau, toutes les 1 heure et demie, décompresse. Toutes les 1 heure et demie, ton cerveau a besoin d'avoir un instant où il ne fait rien un peu. Tu sais, c'est pour ça, des fois, tu sais, quand tu as des gens un peu qui regardent dans le vide, c'est ton cerveau qui est en train de décompresser. Il est en train d'intégrer l'information ou voilà, il se met en pause. Et en fait, bien souvent, on ne fait pas ça. Bien souvent, on reste des heures et des heures sur l'ordinateur. Ensuite, dès qu'on a fini l'ordinateur, on va prendre notre téléphone, on va scroller. Ensuite, on va regarder une série. Ensuite, on va écouter de la musique. Ensuite, on va... Et voilà, le cerveau, à aucun moment, il a des moments de répit où il peut, comme je te dis, décompresser. Et donc, ton système nerveux, qui n'a plus de repères clairs, il entre dans «je suis en danger» et «je suis juste fatigué». Ensuite, pour en revenir à la reprogrammation, ça va être de créer des expériences positives à stocker dans l'inconscient en se servant de l'émotion. Car l'émotion, comme tu l'as vu, et la sécurité sont la porte d'entrée vers une vraie transformation. Pas parce que la pensée ne sert à rien, mais parce que la pensée seule ne suffit jamais si le corps n'est pas d'accord. Ce qu'on ne ressent pas, on ne transforme pas, hein. Ensuite, ce qui aide également, c'est pour travailler l'identité à partir d'étapes modifiées de conscience et justement d'aller chercher les ondes cérébrales de l'inconscient. C'est ce qu'on fait dans l'hypnose pour injecter des nouvelles croyances plus saines, positives. Puis, on va aussi se servir de micro-actions
pour construire des nouveaux comportements, des nouvelles autoroutes neuronales, parce que ton cerveau est malléable et feignant aussi. C'est-à-dire, lui, il répète, comme je te l'ai dit, ce qu'il a appris. Donc, il prend le chemin le plus facile. C'est comme quand tu rentres chez toi, tu prends toujours la même route. Au final, ça devient un automatisme. Bah là, c'est pareil. Et nous, on veut changer le chemin pour en construire et en emprunter un autre. Donc, les micro-actions, elles vont aider à créer cette nouvelle identité. Par exemple, ça pourrait être de porter une tenue dans laquelle tu te sens belle, oser dire non lorsque tu n'as pas envie de sortir, prendre un moment pour toi où tu ne fais absolument rien pour sortir de l'état de culpabilité, de ne pas être dans la performance. Bref, il y a énormément de gestes qui aident. Et enfin, le secret, c'est la répétition. La répétition, il n'y a pas de baguette magique. Il y a pas: «Je le fais une fois, ça marche trop bien», tu vois? Oui, en une fois, comme je t'ai dit, tu peux ressentir avec les pratiques somatiques de la sécurité, un calme intérieur, un apaisement, le mental qui relâche. Tu peux écouter un podcast comme celui-ci et avoir des révélations, mais tu as besoin de l'ancrer, de créer de nouvelles racines. Et donc la répétition est indispensable. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec toi. Partage-le, laisse-moi un commentaire si tu m'écoutes sur YouTube. Écris-moi pour me dire ce que tu en as pensé et tes prises de conscience. On se retrouve dans un prochain épisode ou en visio dans l'atelier des muses, les ateliers immersifs de cet été. Tu as encore une fois toutes les informations dans la description. Au plaisir de te retrouver. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao ciao!